Bienvenue dans Conversation inspirante, votre rendez-vous avec les grandes voix de la pensée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des textes les plus fascinants de la philosophie antique, le banquet de Platon. Un banquet, mais pas n'importe lesquels. Autour de la table, Socrate, Aristophane, Phèdre, Alcibiade, et un seul sujet, l'amour. Un amour mystérieux, profond, parfois dérangeant, mais toujours questionnant. Dans ce podcast en 3 épisodes, nous allons écouter ces voix antiques dialoguer, s'opposer et nous faire réfléchir sur ce qu'aimer veut dire. Prenez place, ouvrez votre esprit et laissez-vous porter par le banquet de Platon. Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration de quelques passages vraiment clés du banquet de Platon. Oui, on va se pencher sur des textes assez fondamentaux. Tout à fait. On a le dialogue Socrate-Agathon, puis le fameux discours de Diotime, rapporté par Socrate. Et enfin, l'arrivée d'Alcibiade. C'est ça. Et notre but, c'est un peu de voir ce qu'est vraiment l'amour, Eros, selon Platon. Aller au-delà de l'image un peu idéalisée peut-être. Exactement. Définition, objet, fonction. Et ce lien avec la beauté, le bien, l'immortalité. On va essayer de décortiquer tout ça. Bon, alors par où on commence? Agathon sans doute. Il vient de faire un éloge vibrant de l'amour. Oui, pour lui, c'est le plus beau, le meilleur des dieux, presque parfait. Presque. Mais voilà, Socrate qui arrive avec ses questions, et ça se complique. Et Agathon est bien obligé d'admettre que l'amour désire, entre autres, la beauté et le bien. Du coup, si l'amour désire ces choses, c'est qu'il en manque. Conclusion, il n'est ni parfaitement beau, ni parfaitement bon. Et voilà. Agathon un peu penaud finit par avouer qu'il ne savait pas trop de quoi il parlait. C'est assez typique de l'effet Socrate, ça. La fameuse maïotique, oui, faire accoucher les esprits de leurs propres contradictions. Alors, bon, si l'amour n'est pas ce Dieu parfait, qu'est-ce qu'il est? C'est là que Socrate rapporte l'enseignement de Diotime, cette prêtresse de Mantinée. Une figure assez mystérieuse d'ailleurs. Et elle apporte une vision différente? Carrément. Tout à fait. Pour Diotime, l'amour n'est pas un dieu, justement parce qu'il manque de perfection. Mais attention, il n'est pas mortel non plus. Il est entre les deux, hein. Exactement. C'est un daimon, un grand esprit, un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Il fait le lien, transmet les messages. D'accord. Et son origine, son mythe de naissance raconte quelque chose là-dessus? Ah oui, c'est essentiel. Il serait le fils de Poros, la ressource, l'abondance, l'ingéniosité, et de Pénia, la pauvreté, le manque. Mhm. Pauvreté et richesse en quelque sorte. Voilà. Et il aurait été conçu le jour de la naissance d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Donc il hérite de tout ça. Ce qui explique sa nature paradoxale. C'est ça, il est toujours démuni, un peu rude, sans abri, comme sa mère, mais en même temps il est audacieux, rusé, toujours à la chasse du beau et du bon, grâce à son père et à ce lien avec Aphrodite. Il est toujours en quête, en tension. Et c'est pour ça que Diotime dit qu'il est philosophe. Philosophe. Comment ça? Il n'est ni totalement ignorant, l'ignorant ne désire pas savoir, ni totalement sage, ça c'est le propre des dieux. Il est entre les deux. Il désire la sagesse parce qu'il sait qu'elle est belle, mais il ne la possède pas pleinement. Je vois. C'est le désir de savoir, de comprendre. C'est intéressant comme définition de l'amour. Oui, et ça va plus loin. L'objet fondamental de ce désir, pour Diotime, c'est le bien. On désire tous le bonheur. Et le bonheur, c'est posséder le bien. Posséder le bien pour toujours. Exactement. C'est ça, le cœur de l'amour. Le désir de posséder le bien pour toujours. Et comme on est mortel, comment on fait? Ah, Par la création. Laisser quelque chose derrière soi. c'est l'idée. La production dans la beauté, dit Diotime. Que ce soit engendrer les enfants, créer des œuvres d'art, des poèmes, établir des lois justes ou même atteindre la vertu. C'est une façon de se perpétuer. Donc l'amour nous pousse à créer pour dépasser notre condition mortelle. C'est une quête d'immortalité en fait. Tout à fait. Et ça mène à la fameuse échelle de l'amour, cette ascension progressive. Ah oui, ça commence par l'amour d'un beau corps. Puis on réalise que la beauté est la même dans tous les beaux corps, donc on passe à l'amour de tous les beaux corps. Ensuite, Ensuite, on comprend que la beauté de l'âme est supérieure à celle du corps. On aime alors les belles âmes, les belles conversations, ce qui fait grandir. d'accord, et après les âmes. Les activités, les lois, oui.
La beauté des occupations, des lois, des institutions justes, puis la beauté des sciences, des connaissances qui élargissent l'esprit, Jusqu'à la dernière étape. la contemplation de la beauté en soi, une beauté pure, absolue, éternelle, divine, le but ultime de ce parcours érotique et philosophique. Waouh! C'est vertigineux comme chemin. Et puis, juste après ce sommet de la théorie, patatras. Alcibiade débarque. Ah oui, Alcibiade, ivre, bruyant, passionné. Et il ne vient pas à faire l'éloge de l'amour en général, non, Non, il vient faire l'éloge de Socrate. C'est un sacré contraste. carrément. Et le portrait qu'il en fait est étonnant. Il le compare aux Silènes, Ces statues un peu laides de l'extérieur, mais qui cachent des figurines divines à l'intérieur? c'est ça. Ou au satyre Marsyas, qui charmait avec sa flûte. Sauf que Socrate, lui, il charme et il bouleverse juste avec ses paroles, sans instrument. Et ce qui est fou, c'est qu'en décrivant Socrate, Alcibiade semble illustrer, sans le vouloir peut-être, cet amour philosophe de Diotime. Exactement. L'apparence extérieure de Socrate est banale, voire laide selon les canons de l'époque. Mais à l'intérieur, il y a cette force, cette sagesse divine qui attire. Alcibiade raconte des anecdotes précises, son indifférence à la beauté physique, il a résisté aux avances d'Alcibiade lui-même, ce qui le fascine et le frustre. Oui, comme si Socrate visait quelque chose de plus haut. Il parle aussi de son endurance incroyable au froid, à la faim, pendant les campagnes militaires. Son calme, son courage au combat. Sa capacité de concentration aussi, quand il reste immobile à méditer pendant des heures. Tout ça dépeint une maîtrise de soi, une force intérieure hors du commun. Et l'effet sur Alcibiade est puissant. Il dit que Socrate est le seul à lui faire honte de sa vie dissipée, le seul à lui donner envie d'être meilleur. Mais en même temps, cette exigence lui fait peur. Et il fuit. C'est très ambivalent. Socrate l'attire vers le bien, mais il reste insaisissable, lui-même toujours en quête. Il incarne cette tension de l'éros. Donc, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans le banquet? L'amour, c'est pas juste un sentiment gentil ou un dieu parfait. Non, c'est bien plus complexe. C'est cette force intermédiaire, ce daimon né du manque, mais plein d'ingéniosité. Une pulsion fondamentale. Une tension vers le beau, le bien et... Une quête d'immortalité par la création, qu'elle soit physique ou spirituelle. c'est ça. Et le portrait de Socrate par Alcibiade, c'est un peu l'incarnation vivante de ce paradoxe. L'apparence trompeuse qui cache une sagesse et une force intérieure qui inspire un amour philosophique. Une belle synthèse. Et peut-être pour finir, une petite question qui reste en suspens, cette vision de l'amour comme une force qui nous tire vers le haut, qui nous pousse à nous dépasser, à créer du sens face à notre finitude. Est-ce que ça résonne encore aujourd'hui dans nos propres quêtes? Bonne question. Pour réfléchir, comment ce désir fondamental prend forme dans nos vies actuelles? Vaste sujet.